Lecture de la 12e conférence donnée par Rudolf Steiner à Munich, également le 4 juin 1907, extraite du cycle de conférences intitulé Théosophie du Rose-Croix, bibliographie GA 99. Le titre donné à cette conférence est le suivant: L'évolution humaine sur la Terre, partie 2. Si nous considérons l'époque précédant la séparation des sexes telle que je vous l'ai décrite, nous retiendrons le fait que sur l'ancienne Lune, l'être humain animal était bisexué, c'est-à-dire porteur à la fois des deux sexes. Il en fut de même pour les descendants de l'être humain lunaire lors de la reprise terrestre du cycle de la Lune. Mais ensuite, il se produisit une véritable scission du corps humain due à une certaine condensation ou matérialisation des substances, car ce n'est qu'au moment de la constitution du règne minéral que le corps humain unisexué a pu voir le jour. La Terre et le corps humain, pour autant qu'ils soient composés de substances terrestres, ont dû d'abord se solidifier jusqu'au stade minéral. Au contraire, sur l'ancienne Lune et au début de l'incarnation terrestre, des êtres bisexués vivaient dans des corps encore malléables. Rappelons-nous cependant qu'à un certain point de vue, l'être humain actuel a conservé comme un souvenir de l'époque où il était porteur de deux sexes, en ce sens que le corps physique est masculin chez l'homme et son corps éthérique féminin, tandis que chez la femme, c'est l'inverse. Le corps physique de la femme a un corps éthérique masculin. Ces faits nous expliquent certaines particularités de la vie psychique des deux sexes. Le don d'elle-même de la femme, son pouvoir de se sacrifier à l'amour proviennent du caractère masculin de son corps éthérique, tandis que l'ambition masculine s'explique en raison de la nature féminine du corps éthérique de l'homme. J'ai déjà dit que la séparation des sexes était due à l'interférence des forces d'origine solaire et lunaire. Chez l'homme, la plus forte influence subie par le corps éthérique vient de la Lune, et c'est le Soleil qui agit davantage sur le corps physique. Chez la femme, c'est le contraire. Le corps physique est influencé par les forces de la Lune et le corps éthérique par celles du Soleil. L'assimilation des substances minérales par le corps humain n'a pu se produire qu'à partir du moment où ces substances se sont suffisamment condensées. Nous trouvons auparavant une toute autre forme d'alimentation. Quand la Terre en était à son époque solaire, toutes les plantes étaient imprégnées de suc laiteux, et l'être humain tirait sa subsistance de ces plantes en suçant le suc comme l'enfant tète sa mère. Les plantes qui aujourd'hui encore contiennent des sèves laiteuses sont des vestiges de cette époque où tous les végétaux en dispensaient abondamment. C'est seulement plus tard que l'alimentation a pris la forme actuelle. Pour comprendre le sens de la séparation des sexes, il faut savoir que sur la Lune, de même que pendant la répétition terrestre du stade lunaire, tous les êtres humains se ressemblaient étrangement. De même qu'un veau ressemble à la vache, et celle-ci à ses congénères, parce que c'est l'âme groupe qui, une fois pour toutes, en a livré le modèle, de même les êtres humains ressemblaient à s'y méprendre à leurs aïeux. Ce phénomène persiste jusque tard dans l'époque atlantéenne. D'où vient alors le fait que les êtres humains ne se ressemblent plus? Cela résulte de la séparation des sexes. La femme a conservé jusqu'à présent la tendance ancestrale, qui remonte au temps de la bisexualité, de produire des descendants qui lui ressemblent, mais l'apport de l'homme agit dans le sens contraire de la différenciation et de l'individualisation. C'est l'influence masculine qui a promu l'individualité. La présence des deux sexes dans le même être offrait encore une autre particularité. Si vous aviez demandé à un être humain de l'ancienne Lune quelles étaient ses expériences vécues, il ne les aurait pas distinguées de celles de ses aïeux les plus reculés.
Les expériences humaines passaient d'une génération à l'autre et revivaient dans la lignée des descendants. Mais sous l'influence de l'individualisation, naquit peu à peu cette forme de conscience qui, comme c'est le cas aujourd'hui, reste limitée par la naissance et la mort de l'individu et n'embrasse qu'une vie individuelle. La naissance et la mort elles-mêmes, telles que nous les connaissons aujourd'hui, dérivent de cette cause. Car ces habitants de l'ancienne Lune, qui se déplaçaient en nageant ou restaient en suspens dans leur milieu, tout en y projetant leur flux sanguin, ne mouraient pas effectivement. Plutôt qu'une mort réelle, c'était pour eux comme le dépérissement d'un membre, qui n'affectait pas la conscience. C'était comme si, par exemple, votre main venait à dépérir et qu'à sa place, une nouvelle main repoussa. Dans leur conscience crépusculaire, ces êtres humains ne ressentaient la mort que comme un dessèchement progressif de leur corps, que de nouveaux corps venaient remplacer, sans que leur conscience, qui baignait encore dans celle de l'âme-groupe, en fût affectée. Il y avait vraiment, à cette époque, quelque chose de semblable à l'immortalité. Une nouvelle faculté du corps humain se fit jour ensuite, celle de produire le sang rouge. Cette faculté apparut simultanément avec le dédoublement des sexes. Or, la circulation du sang engendre nécessairement une sorte de combat continuel entre la vie et la mort. Et un être qui produit du sang rouge est le théâtre de cette lutte perpétuelle. Sans cesse, le sang rouge s'altère et se transforme en sang bleu, qui est une substance viciée, dépourvue de force vitale. Ce passage du sang rouge au sang bleu fut à l'origine de cet obscurcissement de la conscience humaine qui perdit la faculté de percevoir l'existence au-delà de la mort et de se rappeler celle qui précède la naissance. En revanche, la conscience à l'état de veille remplaça peu à peu l'ancienne continuité d'une conscience cosmique et crépusculaire qui assurait un certain sentiment d'immortalité. C'est ainsi que le rétrécissement de la conscience humaine a été en rapport étroit avec la sexualité. Tant que l'être humain vivait au sein d'une âme-groupe, l'existence se poursuivait de génération en génération, sans interruption au moment de la mort ou de la naissance. Mais avec ces nouvelles coupures dans l'existence apparut du coup la possibilité de la réincarnation. Auparavant, la vie du Fils n'était que la continuation immédiate de l'existence paternelle. Le Père continuait l'existence du grand-père. Le fil de la conscience ne se rompait pas. Par la suite, cette conscience connut à la mort et à la naissance de l'être humain des moments d'obscurcissement. Il s'ensuivit la possibilité pour l'âme de séjourner dans le Kamaloka et dans le Devachan. Ce séjour dans des mondes supérieurs alternant avec une vie physique est donc en corrélation étroite avec une individualisation progressive après que Soleil et Lune se furent détachés de notre globe. L'apparition de ce que nous appelons l'incarnation date de cette époque. C'est dans l'évolution générale un état intermédiaire qui, lui aussi, prendra fin un jour. Nous voilà arrivés au moment où nous voyons l'ancien organisme bisexué, vivant au sein d'une âme-groupe, se scinder en deux formations, de manière que l'élément féminin tend à maintenir dans sa descendance une certaine similitude ou ressemblance d'une génération à l'autre, tandis que l'élément masculin, au contraire, tend à différencier et à individualiser. En effet, la femme a toujours la tendance de perpétuer les anciennes filiations des races que l'homme continuellement et inconsciemment cherche à briser. Un ancien élément féminin, allié à l'âme-groupe, agit aujourd'hui encore au sein de l'humanité, tandis qu'un nouvel élément masculin représente le principe qui individualise les êtres humains. Il arrivera un moment où les races auront cessé d'exister. Les êtres humains se distingueront toujours davantage les uns des autres.
les associations humaines ne dépendront plus du sang, mais des affinités des âmes. C'est cette voie que suit l'évolution humaine. Les premières races atlantéennes se reconnaissaient encore un fort sentiment de la communauté raciale, de sorte que ces races se distinguaient aussi par la couleur de la peau. Encore de nos jours, cet élément de l'âme groupe est vivant chez les hommes de couleur. Mais ces distinctions s'atténueront toujours davantage à mesure que les races de couleur disparaîtront. En revanche, les distinctions entre individus seront d'autant plus grandes. Plus nous remontons dans le passé, plus l'élément racial l'emporte, et ce n'est qu'à la fin des temps atlantéens qu'apparaît l'individu proprement dit. Chez les Atlantéens, les membres d'une race éprouvaient la plus grande antipathie à l'endroit des êtres humains appartenant à une autre race. La communauté du sang était à la base de toute union, de tout amour. S'unir à un membre d'une race ou d'une tribu étrangère passait pour immoral. Si vous pouviez étudier avec les yeux du voyant le rapport chez l'ancien Atlantéen entre le corps physique et le corps éthérique, vous feriez une curieuse découverte. Alors que chez l'être humain de notre temps, la tête éthérique correspond à peu près à la tête physique, qu'elle ne dépasse que légèrement, chez l'ancien Atlantéen, la tête éthérique se dressait bien au-dessus de la tête visible et la dominait de haut, tout particulièrement dans la région du front. Représentons-nous maintenant qu'il y a dans le cerveau un point entre les sourcils à 1 centimètre de profondeur et qu'il en existe un second dans la tête éthérique qui correspond au premier. Chez l'Atlantéen, ces 2 points ne se touchaient pas, mais étaient au contraire éloignés l'un de l'autre. Or, toute l'évolution a consisté en ceci, précisément, que ces 2 points se sont rapprochés toujours davantage. Au cours de la 5e époque atlantéenne, le point éthérique a pénétré dans le cerveau matériel, et c'est la conjonction de ces 2 points qui a éveillé en nous nombre de facultés caractérisant l'être humain d'aujourd'hui, facultés de calculer, de compter, de juger, de concevoir, bref, l'intelligence ou le pouvoir d'abstraction. Auparavant, les Atlantéens avaient bien une mémoire extraordinairement développée, mais ils n'avaient pas la faculté de combiner des concepts. Ce sont ces nouveaux pouvoirs qui sont le point de départ d'une prise de conscience du jeu. Tant que ces 2 points ne s'étaient pas rejoints, l'Atlantéen ne pouvait avoir le sentiment d'être une personnalité, une et indépendante. En revanche, il avait avec la nature un contact beaucoup plus étroit que l'être humain actuel. Il utilisait les forces de la nature pour aménager son habitation, il savait tailler les pierres et les insérer dans des troncs et entre les branchages des arbres en voie de croissance, de sorte que ces demeures étaient plutôt l'œuvre de la nature que la sienne propre. Le milieu social dans lequel il vivait était étroitement circonscrit par les liens du sang et régi par la prédominance du plus fort, qui devenait une sorte de chef. L'autorité de ces chefs était indiscutable. Au début de l'époque atlantéenne, l'être humain n'avait pas encore le langage articulé, qui ne s'est développé qu'au cours de l'ère atlantéenne. Un chef n'aurait pu donner ses ordres en aucune langue. En revanche, les êtres humains entendaient le langage de la nature. De ce langage-là, l'être humain moderne n'a plus aucune idée, mais il devra un jour le réapprendre. Représentez-vous, par exemple, une source qui réfléchit votre image. Si vous êtes occultiste, un sentiment très particulier s'emparera de vous, et vous vous direz « Voilà un reflet de moi-même que me renvoie cette surface d'eau, c'est là pour moi comme un indice, comme un dernier signe d'une époque révolue, l'époque saturnienne où toute chose se reflétait dans l'espace. » C'est un souvenir de l'ancien Saturne qui évoque pour moi cette image reflétée par la source. Et un écho qui renvoie le son de ma voix me rappelle qu'à l'époque lointaine, tout ce qui résonnait sur Saturne était renvoyé comme par un écho cosmique. Ou bien vous contemplez un mirage, un miroitement d'images réfléchies dans l'atmosphère.
votre œil de voyant y verra une réminiscence de l'époque solaire, où la masse gazeuse de l'ancien Soleil recueillait en elle les influx cosmiques qui lui parvenaient, les imprégnait de sa propre nature et les restituait après les avoir transformés. C'est sur l'ancien Soleil que cette refonte des influences extérieures prenait la forme de grands tableaux ou mirages aériens produits par les gaz solaires. Ainsi l'on apprend, sans magie aucune, à contempler la nature sous 1000 aspects différents, et c'est là une aide précieuse pour la compréhension des mondes supérieurs. Oui, dans ces temps reculés, l'être humain comprenait la nature. Mais l'air même qu'il respirait différait d'une autre. L'atmosphère était imprégnée de lourdes masses nébuleuses. Le Soleil et la Lune apparaissaient dans un gigantesque halo. Au début, les brumes étaient si épaisses qu'on ne les voyait guère. Ce n'est que peu à peu que le firmament devint visible. La Genèse nous donne de grandioses descriptions du moment où l'atmosphère de la Terre se clarifia et où les astres apparurent. Ces descriptions bibliques sont tout à fait exactes. Cette communion intime avec la nature permettait à l'habitant de l'Atlantide de discerner une langue articulée et intelligible dans le murmure de la source et dans le bruissement de la tempête, là où l'être humain moderne ne perçoit que des bruits. Il n'y avait guère de loi écrite, ni de prescription, mais l'esprit se manifestait dans les vapeurs de l'atmosphère, dans le soleil, la lune et les étoiles, et parlait à l'être humain. La Bible l'exprime ainsi. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Partout autour de lui, l'être humain entendait la voix de l'Esprit, et la Bible en donne une idée juste. Puis vint le moment où se produisit dans l'être humain cette conjonction du point éthérique avec un point du cerveau matériel. La région de notre globe où ce phénomène se manifesta tout d'abord est actuellement engloutie au fond de l'océan. Elle est située non loin des côtes d'Irlande et elle était habitée par une fraction particulièrement évoluée de la race humaine. Cette pénétration du corps éthérique, de la tête jusqu'au cerveau physique, eut pour résultat un renforcement de l'intelligence. Sous la conduite d'un chef d'une haute prééminence spirituelle, cette population commença à émigrer vers l'Est, tandis que peu à peu, d'énormes masses d'eau inondaient le continent atlantéen. Les plus évolués de ces êtres humains allèrent jusqu'en Asie, et ils y fondèrent un centre qui fut le noyau de la culture post-atlantéenne et rayonna jusqu'aux Indes. C'est donc à partir de l'Asie centrale que fut fondée, aux Indes, la première culture de l'ère post-atlantéenne. Celle-ci conservait encore une forte empreinte de ses origines. L'ancien hindou n'avait pas encore du monde et de lui-même une conscience aussi nette que nous. Mais la possibilité de la développer était donnée depuis la conjonction dans le cerveau humain des deux points dont nous avons parlé. L'Atlantéen, qui avait la conscience imaginative, vivait encore en communion avec les entités spirituelles. Non seulement le murmure de l'eau lui parlait une langue intelligible, mais il voyait encore émerger de la source l'ondine s'incarnant dans l'élément liquide. Et dans les mouvements de l'air atmosphérique, il discernait les sylphes, et dans le feu pétillant les salamandres. Il voyait tout cela, et de là dérivent mythes et légendes qui sont le mieux conservés dans les régions de l'Europe où s'étaient fixés les quelques rameaux des migrations atlantéennes qui n'ont pas poussé jusqu'aux Indes. Les légendes germaniques sont un reliquat de ce que l'Atlantéen voyait encore dans les brumes qui l'environnaient. Ainsi, les fleuves, tels le Rhin, étaient pour lui de vivants canaux dans lesquels s'était condensée ou écoulée toute la sagesse répandue dans les brouillards de l'ancien Niflheim, et cette sagesse lui semblait baigner dans le fleuve sous la forme d'ondines ou d'autres êtres similaires. Tandis que dans certaines régions de l'Europe se sont conservés comme de lointains échos de l'Atlantide,
une nouvelle culture naissait dans les Indes. L'Atlantide avait été engloutie dans les eaux, mais la nostalgie en était restée au cœur de l'Hindou. Celui-ci regrettait surtout la communion perdue avec la nature. Aussi cherchait-il à se replonger dans des conditions qui avaient été normales à l'époque précédente. Il était rêveur. Il percevait bien le monde sensible, mais le monde des sens était une maya à ses yeux. Dans son aspiration vers une vision spirituelle du monde, il appelait Brahma l'ensemble des entités spirituelles que l'Atlantéen avait encore perçues distinctement. C'est cette volonté de se retremper dans un état de conscience révolu qui explique et caractérise aussi les méthodes orientales d'entraînement mental. Parmi les peuples les plus anciens, nous rencontrons plus au nord les Mèdes et les Perses, qui sont les représentants de la seconde culture post-atlantéenne. Alors que l'ancien hindou cherchait à faire abstraction de la réalité matérielle, le Perse, au contraire, sait qu'il doit compter avec elle. Pour la première fois dans l'histoire, l'être humain apparaît en tant qu'ouvrier, en tant que travailleur manuel. Il a conscience du fait qu'il ne suffit pas d'appliquer ses forces spirituelles à la seule recherche de la connaissance, mais qu'il faut les employer à travailler la terre, à façonner la matière. Cette terre lui apparut d'abord comme un élément hostile qu'il lui fallait vaincre, et cette lutte a trouvé son expression dans la dualité de ses dieux, dans Hormuz, dieu du bien, et dans Ahriman, démon du mal, et dans la lutte qui les oppose. L'ancien Perse avait bien la tendance d'incorporer l'esprit à la matière, mais au sein même de cette matière, il ne pouvait encore reconnaître les lois de la nature qui la régissent. L'ancienne civilisation de l'Inde avait bien une connaissance des mondes supérieurs, mais elle n'a jamais cherché à la fonder sur une connaissance de la nature, car tout ce qui était terrestre était réputé entaché de Maya. Quant à l'ancien Perse, il ne voyait dans la nature qu'un immense chantier. Si nous passons maintenant aux Chaldéens, Babyloniens et Égyptiens, nous constatons qu'au cours de cette troisième époque, l'être humain s'est mis à étudier la nature en elle-même et pour elle-même. Lorsqu'il levait les yeux vers les astres, ce n'était plus seulement pour y chercher des divinités, mais pour étudier leur nature. Et c'est ainsi que naquit cette admirable science du nombre qui est l'apanage des Chaldéens. De même, le prêtre égyptien ne se sentait pas en opposition avec le monde matériel. Bien plutôt, il cherchait à appliquer à la mensuration du sol et à l'investigation de la matière les données spirituelles qu'il puisait dans la géométrie. Et il savait allier l'observation directe des astres à la connaissance intuitive des dieux planétaires. C'est là le troisième stade de l'ère post-atlantéenne. Mais ce n'est qu'au quatrième stade que l'être humain parvint à faire pénétrer l'esprit qu'il sentait vivre en lui-même dans les créations de son art et dans l'ordonnancement de sa cité. C'est l'époque gréco-latine. Dans la sculpture, aussi bien que dans le drame, le grec cherche à imprimer son propre génie dans la matière, que cette matière soit marbre ou parole. Dans les villes qu'il fonde, il essaye d'organiser l'État selon des préceptes humains. Il en était autrement dans les époques antérieures, par exemple en Égypte ou en Chaldée. Les prêtres y étudiaient la gravitation des astres et cherchaient à réaliser sur Terre comme une reproduction des péripéties cosmiques qu'ils observaient dans le ciel. Ainsi, dans l'architecture, les 7 étages des tours sont une image du septénaire de l'évolution, relevé d'abord dans le nombre des corps célestes. Ainsi, les pyramides présentent dans leur proportion de nombreux rapports cosmiques. Mais c'est le début de l'histoire romaine qui nous offre la meilleure illustration du passage d'une sagesse ancienne, apanage exclusif des prêtres, à une sagesse purement humaine. On nous y parle des 7 rois de Rome. Qui sont ces 7 rois? Rappelons-nous que l'histoire de la Rome primitive remonte à l'antique Troie. Cette ville était la dernière citadelle des vieilles associations sacerdotales qui organisaient les États selon les lois cosmiques.
Lors du passage de la troisième à la quatrième étape, l'ancienne sagesse sacerdotale est vaincue par l'intelligence purement humaine, représentée par l'astucieux Ulysse. De tout temps, on a vu dans le serpent un symbole de la sagacité et du jugement humain, et le groupe de marbre représentant Laocoon, dévoré par des serpents, évoque le moment où l'intelligence humaine triomphe de cette antique sagesse. Mais voici ce qui vint ensuite. Les entités qui dirigent le déroulement de l'histoire, et dont l'action embrasse des millénaires, ont esquissé dès la fondation de Rome les grandes lignes de son histoire future et le rythme septuple de la civilisation romaine, tel qu'il fut libellé dans les livres sibyllins. Réfléchissez-y, vous trouverez dans les noms des 7 rois comme un écho des 7 principes de la nature humaine. Cela va si loin que le 5e roi, le roi étrusque, ne vient pas de Rome même, mais de l'extérieur. Il représente le principe du manas, du jeu spirituel, qui forme la transition entre les éléments inférieurs et les éléments supérieurs de l'être humain. Ainsi nous trouvons dans la succession des rois comme un schéma des rapports occultes des différents corps humains. Quant à la Rome républicaine, elle n'est rien d'autre que la sagesse humaine qui a remplacé l'antique sagesse sacerdotale. C'est ainsi que la 4e culture est sortie de la 3e. Mais ce n'est pas seulement dans les œuvres d'art ou dans les œuvres littéraires que l'être humain arrive maintenant à exprimer sa propre personnalité. Il en va de même de l'organisation sociale. Dans les temps anciens, les lois elles-mêmes avaient une origine religieuse ou astrologique. Mais le Romain a créé son droit suivant ses propres besoins en tant qu'individu. Quant à nous, nous vivons dans la 5e époque. Quel en est le caractère? L'ancienne autorité a disparu. L'être humain se retire de plus en plus dans son fort intérieur et son activité porte de plus en plus une empreinte personnelle. D'autre part, comme les traits communs dus à la race ont tendance à s'effacer, l'être humain s'individualise progressivement. Le précepte évangélique « Celui qui ne quitte pas son père et sa mère, son frère et sa sœur ne peut devenir mon disciple » contient comme le germe d'une société nouvelle. Il signifie que l'amour fondé sur une communauté naturelle de race ou de famille doit céder le pas à une communauté nouvelle où les êtres humains en tant qu'individus s'associeront librement selon les affinités de l'âme ou de l'esprit. Nous avons aujourd'hui la tâche de faire descendre encore davantage sur le plan physique ce que nous avons hérité de l'époque gréco-latine. La rançon en est que l'être humain est tombé dans le matérialisme. Les Grecs ont donné à leurs œuvres d'art une forme humaine idéalisée. Les Romains ont fondé leurs droits sur des aspirations déjà plus personnelles. Quant à nous, c'est dans notre industrie et dans nos machines que se reflète notre époque. Et ce reflet n'est que l'expression des besoins les plus égoïstes et les plus matérialistes de l'être humain. D'échelon en échelon, nous sommes, si l'on peut dire, descendus du ciel, et c'est aujourd'hui que nous touchons au fond et que nous sommes le plus empêtrés dans la matière. Si dans ses œuvres le grec a encore élevé l'être humain au-dessus de lui-même, car un Zeus est un homme idéalisé, si le code romain renferme les éléments qui dépassent l'individu, car le fait d'être citoyen romain avait plus de valeur que l'être humain en tant qu'individu, ce n'est que de nos jours que les êtres humains appliquent leur esprit à satisfaire les appétits et les besoins exclusivement matériels. Car toutes ces machines, bateaux à vapeur, chemins de fer, toutes ces inventions compliquées, à quoi servent-elles? L'ancien chaldéen satisfaisait ses besoins matériels de la manière la plus simple. Aujourd'hui, pour rassasier l'humanité et pour étancher sa soif, une somme incroyable d'énergie et de savoir humain se trouve mobilisée à des fins égoïstes. Ne nous y trompons pas. Mise à profit comme c'est le cas aujourd'hui, la sagesse humaine s'est dangereusement enfoncée dans la matière. Si toutes ces forces qu'autrefois l'être humain tirait de l'esprit
sont tombés au-dessous de leur niveau normal, il s'agit maintenant de les relever. C'est la grande tâche de notre temps. Si l'amour dépendait autrefois des liens du sang, il doit pour nous guider vers l'esprit se spiritualiser. Ce n'est pas sans raison que nous sommes descendus du monde spirituel, car nous devons par nos propres forces en retrouver le chemin. La mission du mouvement de la science de l'esprit nous y aidera. Nous avons suivi l'évolution humaine jusqu'à notre époque. Il nous faut encore en envisager l'avenir et essayer de nous représenter comment l'être humain, grâce à l'initiation, peut atteindre dès maintenant un degré supérieur sur le chemin de la connaissance et de la sagesse.